Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde ? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir ? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leur message ? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Imaginez-vous sur le quai d'une gare. Le souffle du train annonce le début de notre périple qui part de Clermont-Ferrand, destination Paris. Un jeune garçon arpente le quai, les yeux brillants d'une curiosité insatiable, et monte à bord du train. Nous voici donc embarqués dans ce voyage palpitant, où chaque arrêt nous révèle un peu plus du parcours de mon invité, au destin singulier. Au fil des kilomètres, sa vie défile. On découvre un homme engagé, soucieux de donner un sens à son parcours. Ses actions en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes et son investissement dans de multiples projets extra-professionnels témoignent de sa générosité et de son désir de contribuer au bien-être de la société. Sa plus grande réussite, un livre, L'idée qui tue, véritable bible de l'innovation, offrant des clés précieuses à tous ceux qui osent rêver. Notre invité est aussi un passionné de musique dont le cœur vibre au son des notes d'un piano. Le personnage principal de cette histoire, c'est Nicolas Bordas, vice-président monde de TBWA, qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui avec nous dans ce nouvel épisode de Mademoiselle Pitch on Air. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour Magali. Bienvenue dans le podcast Mademoiselle Pitch on Air, dédié à la communication grande cause. On commence cette première partie dans laquelle je vais te poser des questions personnelles pour que les auditeurs fassent un petit peu plus connaissance avec toi. Si tu étais une ville, un personnage historique ou un sentiment, tu serais qui ou quoi ? Alors je ne vais pas dire ni Vercingétorix ni Blaise Pascal qui s'en est à Clermont-Ferrand, mais je vais rebondir sur la ville, ce point de départ de tout, qui est ma ville natale, Clermont-Ferrand, où d'ailleurs j'ai eu envie de lui changer de nom à cette ville. Et donc j'ai fait la une de la montagne, ça m'a valu beaucoup de tweets, pas tous positifs, parce que je proposais de changer enfin le nom de Clermont-Ferrand pour l'appeler Clermont-Auvergne. Donc c'était le moment où l'Auvergne y rentrait dans une région plus large avec Rhône-Alpes. Et en fait, je continue de penser qu'on ferait mieux d'appeler cette ville Clermont-Auvergne, qui serait beaucoup plus jolie, pour moi qui ai l'amour des marques, que Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ça vient de la fusion entre Clermont et Montferrand, donc tout le monde s'en fout. Ça renvoie au maréchal Ferrand, qui est quand même un métier maintenant assez ancien, alors que Clermont-Auvergne, c'est riche d'évocations. Et d'ailleurs, c'est à la fois le nom de l'équipe de rugby et de l'aéroport. Donc, et le nom de la métropole. La bonne nouvelle, c'est que comme la métropole s'appelle Clermont-Auvergne, un jour, les gens seront nés à Clermont-Auvergne et non plus à Clermont-Ferrand. Mais tu réponds pas à ma question, dis-moi. Si tu étais un personnage historique ou un sentiment, tu serais qui ou quoi ? Je croyais que j'avais le choix entre les trois, donc un seul. Donc le personnage historique, du coup, je vais reprendre Blaise Pascal, parce que j'aime les gens qui marient les compétences différentes. Et Blaise Pascal, c'était à la fois un mathématicien et un philosophe. Il avait à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit, si on peut dire. Et je pense que dans le monde des idées, il fait partie de ces philosophes qui ont été marquants. Et le sentiment, ce serait le romantisme, parce que je suis un grand romantique. Liberté, égalité ou fraternité ?
Tu choisis lequel en priorité ? Alors, les 3 sont importants, mais je mettrais fraternité en numéro 1. C'est quelque chose qui manque tellement au monde aujourd'hui. Alors, je ne dirais pas que le monde manque de liberté, mais disons qu'il y a quand même des ouvertures en la matière. Le monde manque sûrement d'égalité aussi, et il y a des progrès à faire. Mais la fraternité me semble ce dont on a le plus besoin. Dans un monde où tout s'éclate globalement, et où les tensions éclatent de partout. Et donc, moi, j'ai été très, très marqué par un livre que je continue de recommander, même s'il date de 1993, donc Mathusalem, qui s'appelait Terre-Patrie d'Edgar Morin. Enfin, on peut lire tous les livres d'Edgar Morin, mais entre autres celui-là qui est une bonne synthèse de sa pensée, où il parle d'un véritable évangile de la fraternité, en rappelant qu'on vit tous sur une petite planète perdue. Donc c'est une sorte d'évangile de la perdition, perdue au milieu de nulle part, et qu'à un moment donné, c'est notre maison commune, et qu'on se doit de l'habiter en se respectant, en vivant ensemble, en cohabitant ensemble, et en cohabitant avec le vivant et la nature. Alors toi qui es un grand patron, on t'imagine avec un agenda surbooké. Si tu avais un jour de congé complet et sans contrainte, comment le passerais-tu ? Alors, je tiens à dire qu'il m'arrive d'avoir des jours de congé complets sans contrainte et que j'apprécie beaucoup. Et évidemment, j'ai tendance à les passer avec ma famille que je ne vois pas tellement en dehors pendant la semaine. Mais disons que si j'avais un jour vraiment à moi pour faire quelque chose que je n'arrive pas à faire, soit ce serait un jour vraiment complet consacré au piano pour tenter de progresser, parce qu'en fait, je n'en fais pas assez pour progresser vraiment et pour voir dans quelle mesure, en y investissant un peu plus de temps, j'arrive à être un peu meilleur. Soit tout simplement arranger ma bibliothèque, parce que j'achète beaucoup de livres qui s'empilent dans tous les coins. Et à un moment donné, j'ai un besoin urgent d'en retrouver un, et je ne sais plus où il se trouve, et je perds bêtement beaucoup de temps. Donc un peu de rangement ne ferait pas de mal. Donc si vous voulez venir m'aider à ranger ma bibliothèque, vous êtes les bienvenus. Quelle est la chose la plus folle que tu n'aies jamais faite ? Au plan personnel, professionnel, les deux, on mélange ? Les deux, on mélange. Alors je vais mélanger les deux. Je crois que la chose la plus folle que j'ai faite, c'est d'impliquer ma belle-mère dans ma vie professionnelle. C'est a priori très dangereux, chacun peut l'imaginer, enfin, en tout cas tous les gens qui ont eu une belle-mère ou qui ont une belle-mère peuvent l'imaginer, mais là c'était pour la bonne cause, c'était pour une bonne cause qui était de faire réussir la dénomination d'une nouvelle marque qui s'appelle la carte vitale, cette carte que vous avez tous dans votre portefeuille aujourd'hui. Et je travaille sur ce projet avec mon camarade professionnel Marco de la Fuente, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Au tout début, c'est-à-dire à l'époque où on était en marché test à Boulogne, alors non pas Boulogne-Billancourt, mais bien Boulogne-sur-Mer, parce que c'était ce qu'on appelait un torture test pour aller dans les conditions les plus difficiles de réussite du projet, pour une carte dont les médecins, une carte en plastique dont les médecins ne voulaient pas parce que c'était contraignant, des risques sur les données de santé, il fallait investir dans du matériel, etc. et dont les gens ne voulaient pas non plus. Donc vraiment le produit dont personne ne voulait. Et à l'époque, le projet s'appelait la carte Casam, Sésame. Alors Casam pour Caisse d'assurance sociale maladie, et Sésame pour Sésame ouvre-toi. Et là, je dis à François Beauchoff, qui était le pilote du projet pour la Caisse nationale d'assurance maladie, il faut quand même trouver un nom plus sexy, plus sympa, plus aspirationnel que carte Casam Sésame. Parce que si jamais ton marché test fonctionne, les gens vont dire il faut reproduire tout ce qui a fonctionné, y compris le nom de marque, donc on n'aura plus l'occasion de changer le nom de marque plus tard. Et je lui dis il faut l'appeler la carte vitale. Parce que Vital, c'est essentiel. Enfin, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, c'est pas compliqué de penser que Carte Vitale est un meilleur nom que Carte Casam Sésame. Et là, il me dit oui, c'est d'accord, mais il faudrait que ton agence nous garantisse juridiquement qu'il n'y a pas de problème. Or, Vital est un nom très utilisé dans les contrats d'assurance et autres. Donc, au passage, c'est plutôt positif quand on veut avoir un nom s'il est déjà utilisé, parce qu'il devient générique, donc il y a moins d'enjeux de dépôt, mais quand même. Et là, il me dit il faut que ton agence couvre contre les risques de recours que la Caisse nationale d'assurance maladie pourrait avoir. Je dis ça va pas être possible. J'étais très déçu et j'en parle à ma belle-mère qui, à l'époque, elle est décédée maintenant, dirigeait un cabinet de brevets et marques. Elle me dit Nicolas, le risque est très faible, je vais te la faire, ta lettre de couverture. Et donc, c'est ma belle-mère qui a fait la lettre de couverture à l'agence qui a permis de couvrir la Caisse nationale d'assurance maladie et qui vous permet à toutes et à tous d'avoir une carte vitale dans votre poche plutôt que la carte Casam Sésame. Trop chouette. Moi, je pensais que tu allais me dire que la chute, c'était ta belle-mère qui avait trouvé le nom carte vitale. Non, ça aurait pu être ça, mais parce qu'elle était très inventive, mais non. Qui t'inspire dans la vie ?
Je dirais globalement la philosophie. Donc moi je suis un amoureux de la philosophie. Je considère que le meilleur magazine qui existe en France s'appelle Philosophie Magazine. Je vous le recommande. Je vous fais un satisfait remboursé sur le prochain numéro de Philosophie Magazine, quel qu'il soit. Et je l'attends avec impatience chaque mois dans ma boîte aux lettres, car je suis abonné à la version papier de Philosophie Magazine. Et c'est vrai que la philosophie m'a toujours beaucoup apporté, y compris dans des moments qui étaient parfois difficiles ou compliqués. Et au fond, dans ma vie professionnelle, la personne qui m'a le plus inspiré est probablement le plus philosophe des publicitaires, qui était Philippe Michel, Oui. le fondateur de CLM-BBDO, dont le livre posthume s'appelle « C'est quoi l'idée ?» et que je recommande, évidemment, qui a inspiré mon livre sur les idées. Et donc, Philippe m'a fait découvrir des philosophes que je n'aurais pas pensé lire, y compris Heidegger. Bon, il n'est pas forcément très positif de dire qu'on est fan d'Heidegger, mais il y a des choses quand même très intéressantes dans la philosophie d'Heidegger, indépendamment de la personnalité du philosophe lui-même. Les gens qui te connaissent, Nicolas, savent que tu es addict aux idées. Quelle est la meilleure idée que tu aies eue pour ta vie de tous les jours ? Pour ma vie de tous les jours, je dirais que c'est une idée qui m'a obsédé tous les jours, a envahi ma vie tous les jours, qui a été de lancer un blog quotidien qui maintenant est devenu une newsletter hebdomadaire sur LinkedIn, mais qui au départ était vraiment un blog quotidien. Alors c'est pas une idée que j'ai eue tout seul, parce que Cyril Attias, qui travaillait avec moi à l'époque, est venu avec un blog WordPress en disant « Nicolas, il faut que tu fasses ton blog, regarde, j'ai fait pour toi, tu n'as plus qu'à le remplir ». Et puis je suis tombé dans cette obsession de trouver une bonne idée par jour à partager, ce qui était assez rigolo comme challenge, mais assez prenant, puisque je terminais assez tard la nuit pour rédiger. Alors c'est un blog qui a eu une certaine visibilité, puisque en cumulé, j'ai fait 2 millions de visiteurs uniques, donc il y a quand même 2 millions de gens qui se sont perdus à un moment donné sur ce blog. Mais c'était juste une pression de folie proche de l'insoutenable, donc c'était une idée un peu folle. Et le rythme hebdomadaire de ma newsletter, aujourd'hui, me semble nettement plus adapté. Et la pire idée ? Eh ben, c'est la même. Parce qu'en fait, avoir un blog au quotidien ou même une newsletter hebdomadaire, c'est se mettre une pression monstrueuse. C'est comme les sportifs donc, qui sont contents de s'entraîner, mais qui à un moment se disent que les jours sans entraînement, c'est pas mal non plus. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Alors un super pouvoir, j'aimerais bien en avoir plein des super pouvoirs, mais je pense que pouvoir rejouer sa vie plusieurs fois, c'est quand même un fantasme qui, moi, me parle beaucoup, en prenant des options différentes. Et c'est aussi une réflexion sur le fait qu'on passe sa vie à prendre des micro-décisions qui ont une influence, un peu un effet papillon en quelque sorte, sur la suite de sa vie, avec des moments de hasard qu'il est pertinent de reconnaître a posteriori. Moi, je suis arrivé à Paris par hasard. J'étais destiné à Clermont-Ferrand, à aller à l'école de commerce de Clermont-Ferrand, d'où sortait mon père et où était un de mes frères. Et puis, un peu par hasard, alors que j'envisageais même pas de m'inscrire dans ce qu'on appelait les grandes écoles parisiennes, je me retrouve à l'ESSEC et ça change ma vie parce que je deviens président du bureau des élèves de l'ESSEC et donc ça me donne une ouverture sur la communication, les associations, etc. Il change ma vie parce que par hasard, je vois un cours de pub de Philippe Michel alors que j'étais même pas inscrit au cours de pub qui me dit « Ah mais ça a l'air sympa la publicité », donc je rentre dans la publicité. Donc on voit comment le hasard des rencontres façonne les vies. Et au fond, je me dis, et si je repartais du même endroit, quelles sont les rencontres fascinantes, mais hasardeuses, qui changeraient le cours de ma vie ? Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Nous voici maintenant dans la deuxième partie de notre podcast. C'est la partie plus destinée aux questions sérieuses et professionnelles. Cher Nicolas, d'où te vient cette passion pour les idées ? Alors, évidemment, de la philosophie, j'en ai un petit peu parlé, et en particulier d'Edgar Morin. J'ai été très influencé par un des livres d'Edgar Morin, dans le cadre un peu de l'œuvre de sa vie, qui s'appelle La méthode. Et le tome 4 de La méthode s'appelle Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs. C'est-à-dire, c'est un livre où il réfléchit sur la manière dont les idées sont ces êtres vivants dans la noosphère qui passent de cerveau en cerveau et se communiquent de cerveau en cerveau. Mais la personne qui a vraiment changé ma vie et qui m'a donné cette passion pour les idées, c'est incontestablement Philippe Michel, qui ne disait jamais parle-moi de ta pub, parle-moi de ton film, mais toujours c'est quoi l'idée, d'où le fait que son livre s'appelle C'est quoi l'idée, et qui était un idéaliste, idéologue, obsessionnel des idées, qui ne savait que parler le langage des idées, et qui m'a fait comprendre, quand je suis passé après 6 années de premier emploi chez Saatchi à CLM-BBDO, l'agence qu'il avait créée, et dont il était le président, décédé malheureusement trop jeune en 1993. Donc Philippe m'a vraiment communiqué ce virus-là, cet amour des idées. C'est vrai que mon livre sur les idées est une forme de continuation d'un travail initié d'un côté par Edgar Morin sur les idées et continué par le livre posthume qui a été publié par Anne Thévenet à Bilbol de Philippe Michel qui s'appelle C'est quoi l'idée, pour amener ma contribution à cet édifice. Alors aujourd'hui, tu es à la tête d'une grande agence TBWA.
Quelle est la campagne dont tu es le plus fier de Alors, TBWA? je ne suis pas complètement à la tête de TBWA. Il faut que je rende hommage à Troy Owanen, qui est mon patron, qui est le CEO Monde. Et à mon successeur, vice-président. voilà, vice-président. Et donc, et à mon successeur en France, le brillant Guillaume Panot. Mais pour répondre à ta question, pour moi, la campagne la plus marquante de TBWA est probablement la campagne qui m'a le plus marqué dans l'absolu. C'est la campagne qu'on appelle Genius pour Apple, que vous connaissez avec le claim Think Different, et qui rendait hommage à tous ces génies qui pensent différemment. Et c'est une campagne qui est à la fois incroyable pour Apple, puisque c'est le moment où Steve Jobs est revenu en 1997 dans une entreprise moribonde, une entreprise qu'il avait virée quelques années plus tôt. Et cette campagne a permis d'attendre l'arrivée de tous les nouveaux produits qui ont été lancés ensuite. Donc cette campagne a joué un rôle vraiment pivot de changement du destin de l'entreprise Apple. Mais Think Different, au fond, c'est le mantra de la communication en général. C'est-à-dire qu'on communique pour dire aux gens sa différence. On communique avec une intention qui est de se différencier et de donner une raison aux gens de vous préférer ou une raison aux gens de changer d'idée. Donc Think Different, c'est en même temps le mantra d'Apple et le mantra de la publicité. C'est pour ça que pour moi, c'est une campagne incroyablement structurante et je pense qu'il n'y a quasiment pas d'équivalent, même si après, il y a plein de très belles campagnes faites par plein de très belles marques. Alors, ta réponse m'évoque une nouvelle question. Est-ce que les marques deviennent de plus en plus engagées selon toi? Oui, sans aucun doute. Les deux grands mouvements qui affectent les marques et les entreprises depuis 20 ans, c'est d'un côté la digitalisation, évidemment, mais aussi ce que j'appelle moi la corporatisation, c'est-à-dire le fait que le sociétal devient central et non pas annexe. J'enseigne à Sciences Po depuis 15 ans les marques et depuis quelques années, le cours est devenu les marques engagées parce que c'est le futur des boîtes et des entreprises. Et au passage, c'est le futur que la jeune génération doit construire pour les marques et pour les entreprises, donc autant les former dès le départ pour ce sujet. On ne peut plus vendre une voiture sans parler d'environnement, on ne peut plus vendre un produit alimentaire sans rassurer sur la localisation ou la qualité nutritionnelle des ingrédients. On ne peut plus vendre un jeu sans réfléchir à l'éthique qui est derrière. Donc quel que soit le sujet, quel que soit le marché, l'enjeu d'intégrer au cœur de l'offre dans une logique de marque à impact elle-même et non pas d'entreprise dont l'impact serait à côté de ce que les marques produisent devient l'enjeu principal. Est-ce que, selon toi, les idées et la pub peuvent aider les ONG? Dis-nous un petit peu pourquoi les ONG ou les associations ne doivent pas avoir peur de faire de la pub. Parce que souvent, elles ont peur d'y aller. Certaines y vont, mais pas toutes, parce qu'elles se disent « mes donateurs vont dire que je dépense l'argent inutilement ». Oui, alors évidemment, il faut investir utilement, donc rechercher une forme d'efficacité et être clair sur les objectifs qu'on poursuit. Néanmoins, beaucoup d'associations et de fondations ont besoin de communication, ne serait-ce que pour se financer. Donc à un moment donné, il faut investir un petit quelque chose pour se faire connaître si on veut que les gens vous donnent de l'argent. Et donc c'est le métier d'un certain nombre d'acteurs sur ce marché qui sont là pour lever des fonds. Mais au-delà de la levée de fonds, qui est une bonne raison de communiquer, parce que si vous n'êtes pas connu, vous n'avez aucune chance que quelqu'un vous donne de l'argent, la communication, et en particulier la publicité, peuvent modifier radicalement la perception qu'on se fait des choses. Mais la communication, ce n'est pas que la pub en matière d'ONG. Un nom communique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'appeler Greenpeace que de s'appeler, je ne sais pas quoi, le fonds pour cultiver un monde environnementalement plus amical, par exemple. Donc, à un moment donné, la communication, ça commence par le nom. Nomen est omen, on dit en latin. Le nom est un présage. Et donc, de la même façon que s'appeler Apple, c'est mieux que s'appeler SWSJ, Steve Wozniak, Steve Jobs. S'appeler Greenpeace, c'est mieux que s'appeler d'un acronyme que personne ne va retenir. Donc, ça commence par ça. Mais ça continue ensuite par le fait de donner sa raison d'être, de faire comprendre aux gens, parce que les associations sont dans un marché concurrentiel et donc elles ont besoin de faire comprendre exactement ce qu'elles font. Et à juste titre, les gens, quand ils donnent, ils veulent savoir pourquoi ils donnent. Où va l'argent, à quoi ça va servir. Donc ça, c'est une deuxième raison de communiquer, c'est la notoriété de son métier. Mais la troisième raison de communiquer, qui est encore plus importante, c'est celle qui vient de l'idée communicationnelle qui change les attitudes et les comportements. On sait tous, quelles que soient les grandes causes, une bonne idée est capable de faire changer une attitude et un comportement de manière ultra durable. C'est-à-dire que ma génération a été élevée dans un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts. Et donc, c'est marquant et utile. Donc les marques d'associations, en l'occurrence d'ONG, n'ont rien
rien à perdre et tout à gagner à communiquer. Après, il faut le faire, effectivement, en étant le plus économe possible. C'est pour ça que je recommande aux associations de profiter du fait que beaucoup d'agences travaillent pro bono sur des sujets. Elles ne peuvent pas travailler sur tous les sujets pro bono, mais chaque agence cultive un certain nombre de sujets. C'était le cas de TBWA pendant des années, sur Aide, sur Amnesty, aujourd'hui pour And the Way, pour Linked Out, pour Burn and Smile. Donc aujourd'hui, ce qu'on faisait pour des grandes associations, on le fait aussi pour des toutes petites, ou ce qu'on fait avec TBWA Corporate pour la Fondation des femmes, ou ce qu'on a fait avec BDDPFIS, l'agence que j'avais créée avec Olivier Altman, qui s'appelle maintenant Les Présidents, sur l'abbé Pierre. Bon, alors Olivier a repris le relais, et tant mieux. Donc on voit qu'il y a un potentiel de changer les idées que les gens se font des causes au travers de la communication, et seule la com peut faire ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que je sais qu'il y a une assoce qui agit dans un domaine que j'ai envie de m'engager pour cette assoce. Ce qui fait que j'ai envie de m'engager, c'est parce que j'adhère à l'idée qu'elle défend, j'adhère à sa cause, je communie avec elle, si je puis dire, je rentre en communication, c'est-à-dire en communion avec elle sur la raison pour laquelle elle existe. Donc si vous êtes une assoce et vous ne dites pas à quoi vous servez, il y a peu de chances que vous arriviez à embarquer les gens. Et à l'inverse, les associations sont probablement en pointe et en avance sur cette logique communautaire, sur cette logique d'une communication pour faire adhérer les gens à leur idée. Donc c'est aussi pour ça que c'est très intéressant dans nos métiers à nous de travailler pour des sujets caritatifs, pour des associations, pour des grandes causes, parce qu'on apprend beaucoup sur ce qu'il y a de plus humain dans la communication, c'est-à-dire toucher les gens par une émotion qui soit une émotion juste et pertinente, c'est-à-dire une émotion qui fasse bouger quelque chose, une émotion qui transforme, qui soit transformative. C'est pas juste l'émotion pour l'émotion, c'est pas juste faire rire ou faire pleurer, c'est faire rire ou faire pleurer pour faire passer un message pertinent pour telle ou telle association ou telle cause. Alors cette année, Nicolas, tu as présidé le jury des Mademoiselle Pitch Awards qui mettait en avant l'association Aide, que tu connais bien. Qu'as-tu pensé de ce jury qui était assez prestigieux et du palmarès 2024 ? C'était un jury de folie. Beaucoup d'anciens de TBWA que j'ai eu grand plaisir à revoir, mais pas que, aussi une jeune génération que je connaissais éventuellement moins. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'était un jury de directeurs de création qui sont tous des créatifs, qui sont tous actifs dans le métier. Et donc, chaque proposition qu'ils analysaient était l'occasion de l'améliorer. Et donc, on a vécu en live, pendant le temps du jury, ce que les meilleurs créatifs ensemble peuvent co-construire et coproduire pour passer d'un début de bonne idée à une très bonne idée, soit sur le fond, soit dans la forme. Parce qu'en fait, souvent dans nos métiers, on parle de l'idée comme si on n'avait qu'une, mais il y a une double valeur ajoutée créative de la communication. Il y a une valeur ajoutée qui vient de la stratégie créative, c'est-à-dire du message, ce qu'on appelle l'insight, le jargon du métier, c'est-à-dire comment je vais attirer les gens sur le fond. Et puis, il y a une valeur ajoutée de forme, de craft, qui crée l'émotion, qui crée l'esthétique, qui crée les liens. Et donc, on a vu dans le jury que les deux dimensions étaient là, c'est-à-dire qu'on avait des directeurs de création qui sont tous des créatifs, qui avaient envie d'améliorer à la fois le fond et la forme. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et en plus, ça a duré une journée, donc ils s'en sont donnés à cœur joie. Qu'as-tu pensé du palmarès ? Alors j'aime beaucoup ce palmarès parce qu'il est très diversifié, tout en étant, de mon point de vue, en ligne avec le brief qui était d'attirer la génération Z à soutenir une cause qui est née avant elle et dont il a l'impression qu'elle n'existe plus tant que ça. Parce qu'elle est vintage même pour eux. Elle est même un peu vintage. Alors qu'on a vu des campagnes où le sujet était même traité comme vintage. Et je trouve que l'ensemble de ce qui a été récompensé montre qu'on peut, comme toujours en communication, transformer une faiblesse en force. C'est-à-dire transformer le fait qu'on n'a pas connu les débuts du sida, pour le dire simplement, ce qui est l'insight, en une raison d'achever la fin du sida dans la décennie ou la génération qui vient. Et donc plusieurs idées qui ont été récompensées utilisent cet insight sur j'ai pas connu mai 68, mais je vais connaître la fin du sida, ou j'ai pas connu la fin du mur de Berlin, mais je vais connaître la fin du sida. Et puis d'autres idées, elles sont plus liées, j'allais dire, à l'ère du temps digital, que ce soit la référence à Siri, donc un peu à l'intelligence artificielle, parce que le chat GPT d'aujourd'hui est le Siri d'hier, donc, ou d'autres idées qui montrent comment utiliser les réseaux sociaux et détourner en fait les codes et la grammaire des réseaux sociaux au profit d'une cause. Donc ce sont des idées bien dans l'air du temps et qui traduisent d'ailleurs le fait qu'une des chances qu'ont aujourd'hui les associations ou les causes, c'est de pouvoir jouer sur le digital, de faire des opérations digitales qui sont en fait moins coûteuses pour exprimer son idée que des grands films institutionnels tels qu'on pouvait les faire autrefois. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, mais on peut faire les deux, mais quand on n'a pas les moyens de tout faire, ce type d'idée plus tactique, plus digitale peut être très intéressante à activer.
Puis le palmarès montre aussi que l'IA est présent maintenant Voilà. dans la conception des campagnes enseignées dans les écoles, puisqu'il y avait plusieurs campagnes qui utilisaient l'IA, Absolument. dont une campagne qui est primée. Ça aussi, vous l'utilisez dans votre agence ? Oui, bien sûr. Alors, toutes les agences aujourd'hui utilisent l'IA pour accélérer la production d'idées au planning stratégique, production de maquettes, d'images à la création. On l'utilise encore très peu dans le produit fini, entre autres parce qu'il y a des problèmes de droit qui ne sont pas vraiment réglés, mais ça va probablement bouger assez rapidement. Donc, pour le moment, c'est plutôt une aide pour accélérer un certain nombre de tâches, avoir plus d'idées plus vite, voir le résultat de son idée ou le partager plus rapidement. Avec, entre nous, les avantages de ça, mais aussi les inconvénients de parfois aller trop vite et de perdre un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire, ou même de fixer trop vite, fixer comme on dirait dans une photo avec le fixateur, là, de fixer l'image un peu vite et donc, du coup de s'enfermer dedans, alors que le bon vieux croquis, il a ses vertus, c'est qu'il permet d'amener une valeur ajoutée d'exécution derrière. Il donne une plus grande liberté au réalisateur, au photographe que l'image déjà faite. Donc je pense qu'on est dans plein apprentissage, que le métier est transformé sans aucun doute par l'intelligence artificielle générative. Il était déjà transformé par l'intelligence artificielle globale au niveau des médias, mais là, on parle de l'intelligence artificielle générative qui, effectivement, a un impact très direct sur la création des mots et des images. Moi, je considère que c'est un atout si on sait s'en servir et qu'effectivement, comme le dit l'adage, c'est pas l'IA qui va remplacer l'homme, c'est l'homme qui maîtrise l'IA qui va remplacer l'homme qui ne la maîtrise pas. Alors, je crois que tu as des attaches à Los Angeles, et entre la pub Frenchie et celle Made in USA, est-ce qu'il y a beaucoup de différences selon toi ? Oui, il y a des différences chez les anglo-saxons, pas qu'aux États-Unis, c'est vrai aussi les Anglais. Et chez les Français, je dirais que la différence, de mon point de vue, elle est d'abord sur le sujet du risque et de l'audace. C'est-à-dire que chez les anglo-saxons, le risque est une opportunité. Et donc, on a tendance à vouloir être surpris, on a tendance à vouloir acheter de l'audace. Alors qu'en France, le risque est inquiétant, le risque est dangereux. Et donc, on a une assez grande aversion au risque. D'ailleurs, l'expression consacrée le montre. C'est-à-dire que pour dire « prenez un risque », les anglo-saxons vont vous dire « high risk, high return ». Un énorme risque conduit à un énorme résultat. Pour dire exactement la même idée, c'est-à-dire « prenez des risques », en France, on dit « qui ne risque rien n'a rien ». Si tu ne risques pas un petit peu, tu ne vas pas gagner grand-chose. Donc on voit culturellement cette différence et c'est ça qui fait percevoir nettement plus aux anglo-saxons, mais même dans les pays asiatiques aujourd'hui, la communication comme un investissement et pas comme une dépense, là où on se heurte encore, alors pas partout, je tiens à le dire, il y a beaucoup d'annonceurs très matures, mais quand même, on se heurte quand même en France à une culture où la communication est vécue comme une dépense et un risque et non pas comme un investissement et une chance. Les causes sont partout aujourd'hui dans le paysage publicitaire et se font de plus en plus entendre. Est-ce que les Américains sont préoccupés par les mêmes enjeux que nous ? Est-ce qu'il y a des différences, des sujets qui préoccupent plus Oui, il y a une énorme différence cette fois-ci chez les Américains, qui est la sensibilité au sujet diversité et inclusion par rapport au sujet environnemental. C'est quasiment l'opposé. Je dirais, si je prenais une logique de 80-20, ils sont 80% centré sur les enjeux de diversité et inclusion, en particulier suite à Black Lives Matter, une obsession légitime par ailleurs sur l'inclusion et la diversité, mais qui du coup relègue relativement au second plan la dimension environnementale. Alors qu'en Europe et dans quelques autres pays, c'est vrai à Singapour, c'est vrai en Australie, c'est vrai en Nouvelle-Zélande, et c'est même vrai en Chine, paradoxalement, la dimension environnementale prend le pas sur la dimension sociale ou sur la dimension diversité. Alors, une fois de plus, c'est pas l'un ou l'autre. Idéalement, c'est les deux, mais on voit que c'est pas dans les mêmes proportions des deux côtés. Et donc, il y a parfois des dialogues de sourds quand on ne comprend pas la culture de l'autre et que l'autre n'a pas la même priorité que vous. Donc, il faut avoir cette vigilance de connaissance des enjeux de chacun. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors nous rentrons dans la dernière partie de ce podcast avec l'acrostiche de la fin. Pour toi, j'ai choisi le mot idée et je vais te demander de répondre du tac au tac à chacune de mes questions. Oui, mais avant ça, je voudrais quand même dire que Au revoir président qu'on vient d'entendre est une campagne faite par Olivier Moine, qui est le directeur de création de l'agence qui s'appelle Les Présidents. Ça n'est peut-être pas par hasard. Non, ça n'est pas par hasard. I pour influence. Raconte-moi tes débuts sur LinkedIn. Tu es l'un des premiers, non ? Au niveau communication, oui, je pense que je suis le premier avec mes, je sais pas quoi, 230 000 followers. Mais c'est un coup de chance. C'est un coup de chance, c'est que lorsque LinkedIn a décidé de passer d'une plateforme avant tout ressources humaines, recrutement,
à une plateforme de publication. Ils ont créé ce programme influenceur sur lequel, au départ, il devait y avoir 100 personnes. Il y en a eu finalement 150, mais au départ, ils en cherchaient 100. Et la France représente 3% du monde. Donc quand on veut 100 personnes représentatives du monde, il faut trouver 3 Français. Mais leur problème, c'est qu'il fallait des Français qui parlent anglais, qui écrivent en anglais, parce que c'est très écrit LinkedIn. Du coup, ils se sont retournés sur Jacques Attali, parce que Jacques Attali écrit, ou a des gens qui écrivent avec lui en anglais. Sur moi, parce que j'avais un blog, je venais de lancer mon blog en anglais, qui était un peu le miroir de mon blog en français, donc j'avais une visibilité d'écriture en anglais. Et puis à l'époque, ils n'ont pas trouvé de troisième, donc ils ont pris le CTO de Microsoft, qui était un Indien, mais qui parlait forcément un anglais parfait. Et donc ça leur a permis de rentrer dans le quota. Donc je suis le fruit d'un quota de départ, d'une présence française dans les influenceurs de LinkedIn. Et c'est ça qui explique que j'ai pu avoir une grande visibilité au tout départ de ce programme qui me donne aujourd'hui à la fois l'audience générale, mais surtout l'audience de ma newsletter. Alors, D pour disruptif, pourquoi le fait de transformer les points de vue te passionne tant ? C'est assez magique, c'est-à-dire que quand on trouve une idée ou quand quelqu'un trouve une idée dans votre environnement, parce qu'autour de moi, c'est plutôt les créatifs ou les planeurs stratégiques qui trouvent l'idée. Moi, ma force, c'est plutôt de repérer l'idée qu'ils ont eue, même si j'aime bien en trouver aussi et je les challenge. C'est magique parce que c'est transformatif instantanément. On ne voit plus le monde de la même façon. Cette semaine, je publie un post sur le rapport entre performance et robustesse d'un auteur absolument passionnant et d'un biologiste français qui a écrit sur le sujet. Et je ne vois plus le monde comme avant. C'est-à-dire, je ne vois plus mon métier comme avant, je ne vois plus l'économie comme avant parce que j'ai été frappé par l'idée de fond qui consiste à dire que le monde de performance dans lequel on se trouve brûle tout. Le burn-out est généralisé, il brûle la planète, mais il brûle les gens au passage. Et que l'enjeu n'est peut-être pas, contrairement à ce qu'on croit, la sobriété, qui renvoie à un monde qui n'est pas forcément si aspirationnel. Bien sûr qu'il y a un enjeu de sobriété, mais ce n'est pas si aspirationnel que ça, parce que dans la sobriété, on sent le moins, alors que la robustesse, on sent ce qu'on peut amener, on sent comment on peut imaginer autour de la robustesse un monde plus robuste. Or, il nous explique à quel point on peut concevoir un monde plus robuste sur le modèle de la nature, dans un rapport au vivant différencié, etc. Donc voilà, quand l'idée se trouve, je ne dis pas quand on la trouve, parfois on la trouve, parfois c'est quelqu'un d'autre qui la trouve, elle est totalement transformatrice et donc c'est juste magique. Comme envie, quelles sont tes envies récurrentes ? Le piano ? Alors oui, ça c'est l'envie inassouvie. L'envie plus facile à assouvir, c'est les coquillettes de jambon. C'est-à-dire que dès qu'un restaurant met des coquillettes jambon, alors parfois ils mettent des truffes en plus, pourquoi pas, mais des coquillettes jambon au menu, c'est irrésistible. Donc je pense que j'ai un truc pas réglé dans ma régression personnelle sur les coquillettes jambon. Comme écrire, comment écris-tu ? Est-ce que tu as une routine ? T'écris le jour, la nuit, d'une traite ? Non, alors j'ai appris qu'il fallait avoir une routine si on voulait être efficace en écriture. Au début, j'en avais pas. Ça m'a coûté plusieurs années de ma vie à ne pas arriver à écrire mon premier livre en 2006, 2007, 2008, avant d'arriver à le publier enfin en 2009. Donc j'ai appris qu'il fallait s'y consacrer pleinement. Et donc quand j'ai réécrit la deuxième version de L'idée qui tue, qui est sortie en fin 2022, là j'ai pris une semaine pleine pour le faire et je me suis levé très tôt le matin et j'ai fini très tard le soir pour remplir la mission. Donc j'ai pris une semaine de vacances pour écrire la nouvelle version du livre. Sur ma newsletter, c'est vraiment une routine maintenant qui est rodée. J'en suis au 50e numéro, quelque chose comme ça, 48e je crois. Et donc je lis le vendredi soir, j'écris le samedi matin et je publie le lundi matin. J'essaie de ne pas démordre à cette règle. Alors parfois je le fais le dimanche matin quand je rate le samedi matin parce que je fais la grasse matinée épuisé par une raison ou pour une autre. Mais oui, il faut une routine pour écrire. Et on apprend à écrire mieux et plus vite si on adopte une routine, sans aucun doute, de mon point de vue. Dernière lettre, S comme série. Est-ce que tu regardes des séries et laquelle en ce moment ? Oui, je regarde des séries. Alors, j'aimerais trouver le temps d'en regarder plus, parce que je suis assez fan en vrai. En ce moment, je regarde Le Problème à trois corps. Alors, j'avais lu le premier tome du bouquin et pas les deux autres, donc pour le moment, je n'ai pas encore la solution, puisque je suis en cours de visionnage et je crois que la saison 1 ne me permet pas d'arriver si loin que ça. Mais je trouve ça très bien. Mais par contre, si vous avez le temps, pour moi, il y a une série qu'il faut voir ou revoir, c'est The West Wing, à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à la communication, alors évidemment, La Fièvre, c'est très bien. Moi, je fais partie des gens qui ont trouvé que La Fièvre était vraiment intéressant. Donc je la recommande aussi. Mais rien ne vaut The West Wing en anglais, à la Maison-Blanche en français, qui est la vie de l'aile gauche, l'aile de la communication de la Maison-Blanche sur plusieurs années. Et c'est juste passionnant. Eh bien Nicolas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu des questions de ce podcast.
et des réponses. Et merci aussi pour ton rôle de président cette année du jury dans le concours des Mademoiselle Pitch Awards. C'était un honneur de t'y accueillir. Chers auditeurs, vous pouvez réécouter ce podcast ou retrouver les autres épisodes sur votre application préférée. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec nos prochains invités. Merci Magali. Merci Nicolas.